Mais si, j'avais complètement oublié. OK. Donc, c'est ça. Find all, bag off, setup vont vous permettre de ramasser les résultats. Et on va voir en détail comment est-ce qu'on utilise find all. Donc, find all ou bag off ou setup prennent le même nombre de paramètres, c'est-à-dire 3 paramètres. J'accepte une autre demande. OK. Ça prend 3 paramètres. Donc, le premier paramètre, c'est en fait le template que vous allez chercher dans le but, qui est le deuxième paramètre. Et le troisième paramètre, c'est où le résultat va s'accumuler, le stack. Donc, c'est la pile dans laquelle le résultat va s'accumuler. C'est la même chose pour Bagoff et Setup, sauf que Bagoff va faire en fait ce que ça dit. Donc, ça va faire des sacs de résultats. Donc, au lieu d'afficher les résultats sur toute une liste comme Find All, Bagoff va faire clé, valeur. Les clés étant le template que vous avez défini ici. Les valeurs étant le template que vous avez défini ici et les clés étant les variables qui se trouvent dans le goal. On va voir des exemples tantôt. Donc, Bagoff va faire des clés valeurs. Setup va faire la même chose que Bagoff, sauf que ça va supprimer les doublons. C'est tout. Il y a une question. Peut-on avoir aussi quelques explications sur branchement? En fait, c'est sur le code on va vraiment voir parce que le code permet de justement choisir, enfin pas permet de choisir, mais permet de supprimer certains branchements ou certaines branches de l'arbre. Donc, quelques explications. On va le voir lorsqu'on va voir les coupures. Mais ce qu'il faut retenir dans le branchement et marche arrière, c'est simplement que lorsque Prolong fait de la résolution de but, il se crée des branches et pour chaque branche, il va résoudre la branche, puis s'il échoue, il va revenir faire d'autres branches. Ou alors, s'il trouve et que l'utilisateur veut en savoir plus, il va revenir faire d'autres branches. C'est ça qu'on appelle branchement, puis la marche arrière parce qu'il revient, c'est le backtracking, il revient sur ses pas. Mais ça, on le voit en détail dans le cas de la coupure. Et dans le cas de Find All, Bag Off et Set Off, le branchement et la marche arrière sont faits de façon automatique. Donc, ce qu'il va faire, c'est que s'il échoue, il va passer à la prochaine sans entendre de personne. Il va passer à la prochaine, exécuter, ramasser le résultat, passer à la prochaine. S'il échoue, il passe à la prochaine. Et il fait tout ce calcul-là tout seul lorsqu'on utilise les prédicats Find All, Bag Off, puis Set Off. OK. Je réduis ça, puis je réduis ça. Ensuite, ça, c'était pour les prédicats Bag Off, Set Off. Puis on va voir un exemple. Par exemple, si je veux utiliser le prédicat Find All, Bag Off, Set Off, je prends l'exemple d'une base de connaissances où on a défini certains prédicats, le prédicat child, puis le prédicat descendant. Donc, child, simplement, c'est pour enfant, parent, puis enfant. Donc, Charlotte est l'enfant de Martha. Caroline est l'enfant de Charlotte. Ici, je tiens à mentionner que c'est juste une convention. J'aurais pu mettre Caroline avant Charlotte ou Charlotte avant Martha. Donc, ça dépend de qu'est-ce que vous avez choisi pour définir votre prédicat. Il n'y a pas vraiment de règle. Mais ici, on a choisi que le parent sera à gauche, puis l'enfant sera à droite. Donc, Caroline est l'enfant de Charlotte, Laura est l'enfant de Caroline. Puis, descendant, c'est un prédicat ou une règle qui dit que X, Y est descendant de Y, Y est descendant de X. Si Y est l'enfant de X, c'est tout à fait normal. Donc, un enfant est descendant de son parent. Puis, la relation grand-parent, en fait. Donc, si Y est descendant de X, si le parent de Y a à son tour un parent qui est X. Donc, Y est descendant de X si on a un Z qui est descendant de X et que ce Z est le parent de Y, donc grand-père. Donc, comment est-ce qu'on peut obtenir la liste de tous les descendants de Martha? Justement, ici, ce qu'on peut faire, c'est au lieu de faire descendant Martha X dans les vues de commande et à chaque fois faire point-virgule pour aller chercher tous les descendants, là, ce qu'on peut faire, c'est obliger Prolog à faire de la marche arrière et de ramasser tous les résultats en utilisant un find all. Donc, lorsque je vais faire un find all, ce que je vais définir dans la première partie, c'est le template que je vais aller chercher.
Donc, qu'est-ce que je veux comme résultat? C'est le X qui, en fait, correspond au descendant de Martha dans le but. Parce que ça, c'est le but, ça, c'est le template, puis ça, c'est le sac dans lequel on aura le résultat. Donc, lorsque je fais find all X descendant Martha puis L, ça veut simplement dire que dans X, je vais aller chercher le descendant de Martha, puis dans L, je vais ramasser tous les résultats. Donc, Charlotte, Caroline, Laura, Rose sont les descendants de Martha. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si je fais un find, y a quelqu'un qui veut poser une question? Non? OK. Si je fais un find all, puis dans le template, je mets un atome quelconque qui n'est pas une variable qui correspond à quelque chose dans le but, ce qui va arriver, c'est que find all va juste répliquer le template que je lui ai donné ici. Parce que ce template, vu qu'il ne se retrouve pas dans le but, va simplement le répliquer dans le résultat. Et il va le répliquer autant de fois qu'il y aurait de solutions pour ça, pour ce but-là. Par exemple, descendant Martha X retourne normalement 4 solutions. 1, 2, 3, 4. Dans find all, ce qu'il fait, c'est répéter D ici 4 fois. Donc, autant de fois qu'il trouve des solutions. Puis, pour Bagoff, comme j'ai dit, fait des sacs de solutions. Et le contenu, c'est encore des clés-valeurs. Donc, les valeurs sont les éléments qu'on met. Ce sont les éléments spécifiés dans le template. Et les clés, ce sont les variables qu'on va trouver dans l'argument, dans le but, qui n'est pas le template. Donc, la clé ici sera P et le sac sera CHI. Si je ne me trompe pas, par exemple, dans descendant de Caroline, donc quels sont les descendants de Caroline? Oui, c'est ça. Donc, la clé, c'est ce qui se trouve dans le but, qui est une variable, mais qui n'est pas le template. C'est ça la clé. Et les valeurs, c'est le template. Quand je dis template, je dis simplement, je mentionne ces variables-ci. Donc, peut-on faire des bag-off avec des fonctions qui a plus de 2 arguments? Oui, même des fonctions avec 3, avec 4, avec 10 arguments, peu importe. En fait, vous pouvez faire presque tout ce que vous mettez ici dans le but, c'est tout ce que vous aurez mis, par exemple, dans une invite de commande ou lorsque vous définissez un prédicat. Donc, ça peut prendre n'importe quoi. Ça peut être 2, 3, 4, 5 arguments, peu importe. Ça retourne une seule clé, plusieurs valeurs. Oui, c'est ça. Donc, pour chacune des valeurs de P, il va retourner la variable. Et puis, s'il y a deux valeurs, donc si par exemple on a P, puis Q, puis CHI, donc ce qu'il va faire, c'est faire des combinaisons de P et de Q. Donc ici, on aura Caroline et Laura, puis on aura le résultat auquel ça correspond, puis on aura P et Q, le résultat auquel ça correspond. Donc la clé, c'est tout ce qui est variable, mais pas template dans le but. C'est ce que ça veut dire. Donc ici, on a la clé, puis on a la valeur, puis on avait vu qu'on pouvait utiliser le symbole, pardon, je l'appelle le symbole échappe parce que ça permet simplement de dire ignore cette variable-là lorsque tu vas ramasser le résultat. Donc ici, je lui demande d'ignorer la clé lorsqu'il ramasse le résultat. Donc du coup, le résultat qu'il me retourne, ce sera le résultat qu'aurait retourné find all par exemple. Si j'avais fait find all, il m'aurait retourné le même résultat avec P puis CHI. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il ramasse tous les résultats possibles que find all aurait pu faire. Mais sauf que là, il le retourne sous format de liste au lieu de faire clé-valeur. C'est tout. Puis, donc, ici, on voit qu'il a fait Laura, Rose, puis Caroline, puis Laura. En fait, il va ramasser même avec les doublons. Il va ramasser tous les variables qui sont enfants dans la base de connaissances. Puis, cet offre va faire la même chose, mais sauf qu'ici, il va supprimer les doublons. Il va enlever tout ce qui est doublon. Donc, en gros, je me corrige un peu.
ce résultat ne correspond pas au résultat de find all, mais c'est le résultat de set off qui correspond au résultat de find all. Donc, set off fait la même chose que bag off, sauf que il va juste supprimer tout ce qui se répète. Donc, partout où il voit la répétition, il supprime. C'est tout. De toutes les façons, pour, pour vous exercer à ça, je vous conseillerais vraiment, vraiment de faire le labo. C'est quel exercice déjà? Oui, le labo 10. Donc, dans le labo 10, dans l'exercice, je vous conseille vraiment de le faire parce qu'avec ça, vous allez comprendre find all, puis bag off, puis set off. Donc, dans le labo 10, exercice 4, donc ça, c'est un exercice que je vous conseille de faire pour comprendre bag off, puis find all, puis set off. Je l'avais fait lors de la démo dernière, donc si vous voulez, vous pouvez aller regarder les vidéos passées, puis j'explique cet exercice-là. Donc ça, c'est tout pour find all, puis bag off. Ensuite, on va passer à occuper, dans la dernière notion pour aujourd'hui. Page 12. Page 12, OK. Donc, les coupures, je vais pas... Ça retourne une seule clé, plusieurs valeurs. Ah oui, non, j'ai déjà répondu à ça. OK. Donc, les coupures, comme j'ai répété depuis la séance passée, en fait, en gros, ce qu'il faut comprendre dans les coupures, c'est que c'est une notion qui va permettre de contrôler en quelque sorte le backtracking de Prolog. Donc, il va contrôler la marche arrière. Le code va simplement indiquer à Prolog de ne pas explorer certaines branches de l'arbre de résolution. Ça peut être bénéfique parce que ça peut permettre de concevoir des programmes qui sont moins gourmands en temps. Et en plus, ça peut permettre de résoudre certains problèmes certains problèmes dans le cas où, par exemple, on sait que un prédicat doit retourner une solution et on connaît la solution, donc ça ne vaut pas la peine d'aller chercher d'autres solutions parce qu'on sait qu'il y a une seule solution. Donc, le code permet de contrôler en quelque sorte l'exécution des prédicats dans Prolog. C'est vraiment une notion très importante en Prolog. Donc, il est possible en Prolog de trouver toutes les solutions à un problème en explorant toutes les branches de résolution. Mais parfois, on n'a pas besoin de calculer toutes ces solutions-là. On a besoin parfois d'une seule solution. Donc, par exemple, dans votre TP, si je veux aller je prends l'exemple du coup des tests. Si je veux, par exemple, de la station d'Iberville à la station Place des Arts, il y a plusieurs solutions. Donc, il y a plusieurs trajets possibles. Donc, des fois, si je veux un seul trajet, je peux utiliser justement les coupures pour forcer Prolog à retourner un seul trajet possible. Parce que si je lui demande de retourner tous les trajets, ça peut des fois prendre du temps. Lorsque vous allez faire un find all, donc par exemple, pour retourner tous les trajets, vous allez faire un find all, mais ça peut prendre du temps. Mais par contre, vous pouvez donc dire à Prolog que non, lorsque tu me trouves la première solution, ça me suffit parce que c'est la solution la plus optimale. À ce moment, je peux mettre un code pour lui dire, quand tu trouves la première solution, arrête-toi, ne continue plus. Donc, ça que sert un code. Donc, il s'agit de dire à Prolog de ne pas faire de marche arrière, donc de ne pas faire de backtracking, de ne pas revenir sur ses pas, mais de s'arrêter puis de ne pas continuer. Dans la coupure ou coupe-choix, on l'appelle à la fois coupure, on l'appelle coupe-choix, on l'appelle aussi cut. Donc, en anglais, lorsque vous lisez des ressources Prolog en anglais, vous allez voir généralement cut. Mais dans les versions françaises, vous allez voir coupe-choix ou coupure, c'est la même chose. Donc, ça introduit un contrôle du programmeur sur l'exécution de ces programmes en élaguant des branches de l'arbre de recherche. Donc, on élague les branches qui ne sont pas nécessaires pour l'exécution. Donc, il y a 3 cas d'utilité pour les coupures. On va les voir en détail dans les prochaines diapos. Dans une première utilité pour la coupure, c'est qu'on souhaite confirmer à Prolog qu'il a choisi la bonne règle pour satisfaire un but. Donc, ça veut dire que lorsque j'écris mon prédicat et que je sais que cette solution, c'est la bonne, par exemple ici, cette première solution, je sais que si mon cas égale à 0, alors
ma liste va rester la même. Je sais que c'est la bonne solution. Donc, quand je mets un code, c'est pour dire à Prolog que ça, c'est la bonne solution et c'est l'unique solution. Donc, arrête-toi. Tu n'as pas besoin de continuer. Donc, ici, je confirme donc à Prolog qu'il a choisi la bonne règle pour satisfaire. Et on peut également utiliser le code pour dire à Prolog qu'il ne satisfera jamais le but et qu'il cesse d'essayer. Ici, ça s'accompagne du prédicat fail. En fait, je ne pense pas que je vous ai parlé de cet atome-là. En fait, fail, c'est pour forcer Prolog à échouer. Donc, partout où vous allez voir fail, c'est une façon de dire à Prolog que échoue. Donc, lorsque tu arrives ici, échoue, arrête-toi. Parce que lorsque Prolog rencontre un false, soit il fait un backtracking. Quand il échoue, ça veut dire qu'il va aller chercher d'autres branches qui réussissent. Soit il s'arrête. Donc, pour le faire arrêter, on va faire un fail, puis virgule cut. C'est pour dire à Prolog que échoue, puis arrête-toi parce que je sais que tu ne vas jamais trouver la bonne réponse. Donc, ça, c'est le cas 2, puis on va le voir comment on peut l'utiliser, on va l'implémenter. Puis dans le troisième cas, on souhaite éviter la génération des solutions alternatives afin d'économiser le temps de calcul. Donc, c'est un peu... en fait, à chaque fois que vous utilisez un code, vous mettez en pratique le cas 3. Le cas 3, c'est comme évident par rapport à l'utilisation de code parce qu'on veut éviter de générer des solutions alternatives. Donc, ça veut dire que lorsque je trouve une solution et que je sais qu'elle est satisfaisante, je m'arrête. Je n'ai pas besoin d'explorer encore une fois parce que de toutes les façons, je ne vais pas trouver d'autres solutions. Donc, ça, c'est les 3 cas d'utilité de la coupure, puis on va les voir en détail. Donc, pour le cas 1, qui est, on souhaite confirmer à Prolog qu'il a choisi la bonne règle. On va voir en quoi ça consiste. Par exemple, vous l'avez cet exercice dans un laboratoire, je ne me souviens plus lequel, mais ici, on veut calculer la somme des n premiers nombres. Donc, par exemple, si je donne n égale à 10, je veux la somme de 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 10. Je sais que si mon n égale à 0, alors la somme vaut 0. Si mon n égale à un n quelconque, alors ma somme, ça sera égale au n plus la somme de n-1 prochains termes. En gros, c'est ce que j'implémente là. Donc, je m'en vais chercher n-1, puis je m'en vais calculer la somme de n-1 termes, puis mon résultat, ce sera la somme de ces n-1 termes-là plus le premier terme. En gros, la somme de 1 jusqu'à 5, c'est la somme de 1 jusqu'à 4 plus 5. Donc, avec le cut, donc pour confirmer une coupure, pour la confirmation d'une coupure, il faudrait simplement ajouter le cut sur le cas de base. Simplement pour dire à Prolog que si tu atteins le cas de base ou encore si le n qu'on me donne c'est 0, arrête-toi parce que je sais que après 0, tu ne vas plus rien pouvoir calculer. Je sais que c'est le cas de base, je sais que c'est le cas le plus basique que je peux atteindre. Donc, une fois que ma valeur d'entrée est 0, arrête-toi. Donc, élargue toutes les possibilités possibles. Ça veut dire que si quelqu'un dans son programme fait somme de 0,0, en temps normal, 2 branches vont se créer. La première, c'est pour la première définition qui est là. Et la deuxième branche, c'est pour la deuxième définition qui est là. Or, lorsque mon n est égal à 0, ça ne vaut pas la peine d'aller explorer la deuxième branche parce que de toutes les façons, je n'ai rien à faire ici lorsque mon n est 0. Donc, du coup, je mets un code pour dire à Prolog que dès le départ, si mon n est égal à 0, supprime-moi la deuxième branche, puis concentre-toi sur la première, puis arrête-toi. Donc, je confirme que ça, c'est la bonne réponse, puis je m'arrête. Dans le deuxième cas, ça, c'est encore un autre exemple de cas 1. Donc, ici, en fait, c'est l'exemple que je vous montrais tantôt où je peux mettre le code ici et supprimer cette condition-ci. Donc, ici, la somme, c'est la même chose, mais sauf que j'ai introduit une négation, donc une comparaison. Donc, ici, je force le calcul des éléments qui sont uniquement positifs parce que ce que je n'ai pas mentionné ici, c'est qu'il est possible de calculer la somme de n premiers termes, mais si le n est négatif, ça ne vaut pas la peine de calculer. Donc, j'ai interdit ce calcul-là. On peut écrire cette version en ajoutant une condition dans la première définition, dans la première
définition du prédicat. Donc, à ce moment, on va tester que n est inférieur ou égal à 0. Si c'est inférieur ou égal à 0, en même temps, je arrête parce que je sais que ça ne vaut pas la peine de continuer. Par contre, si n est supérieur ou égal à 0, je peux passer à la prochaine. En fait, ce que je voudrais juste que vous sachiez, c'est que cette implémentation-là en mettant le code, est équivaut à ne pas mettre le code, mais en mettant la condition dans la deuxième partie. C'est ce qu'on a fait dans décalé. Dans décalé, ce qu'on a fait, c'est que on n'a pas mis le code ici, mais on a mis la condition dans la deuxième partie. Donc, ces deux-là sont équivalents. Soit vous mettez le code, soit vous enlevez soit vous mettez le code, soit vous mettez la condition. Parce que le code permet d'élaguer la deuxième partie. Or, si vous enlevez le code, pour pouvoir élaguer la deuxième partie, il vous faut une condition. Donc, ces deux versions sont équivalentes. Ici, j'enlève le code, mais je suis obligée de mettre ce test-là pour que le système n'entre pas dans cette définition si jamais mon n est inférieur ou égal à 0. C'est tout. Donc, ça, c'est pour le cas 1. Puis, dans le cas 2, où je veux forcer l'abandon, je vais forcer Prolog à échouer parce que je sais que ça ne vaut pas la peine de continuer, tu ne vas pas trouver mieux. Donc, tu vas forcément échouer. Là, on va prendre le cas du prédicat disjoint. Disjoint permet de faire quoi? De prendre deux listes et vérifier que ces deux listes sont disjointes. Ça veut dire qu'il n'y a aucun élément dans la première qui appartient à la deuxième liste. Donc, si ma liste est vide, peu importe la deuxième liste, ça sera vrai parce que toute liste vide est disjointe avec n'importe quelle autre liste. La même chose dans le cas inverse. Donc, j'ai juste switché les paramètres. Par contre, si la liste n'est pas vide et que il existe un élément dans ma première liste qui appartient à la deuxième liste parce que le prédicat member permet de vérifier que le premier argument appartient à la deuxième liste. Donc, si je trouve un élément de la première liste qui appartient à un élément de la deuxième liste, ça ne vaut pas la peine de continuer parce que de toutes les façons, j'ai trouvé au moins un résultat qui contredit ma règle. Ça veut dire que j'ai trouvé un élément qui appartient, et j'ai trouvé un élément de la première liste qui appartient à la deuxième liste. Donc, ça veut dire que les deux listes ne vont jamais être disjointes. Donc, ça ne vaut pas la peine de continuer à itérer sur chacun des éléments parce que de toutes les façons, ils seront disjoints parce que j'ai déjà trouvé au moins un élément qui est dans la première liste et appartient à la deuxième liste. Et comment est-ce que je spécifie à Prolog de s'arrêter? Je vais donc lui dire, arrête-toi, donc arrête de chercher, c'est-à-dire coupe le reste des branches qui va exister, notamment cette branche-ci, parce que c'est la prochaine qui n'aura pas été explorée. Puis, je vais faire un fail, c'est-à-dire je vais le forcer à échouer. Je vais le forcer à afficher un false sur l'écran parce que je sais que ça échoue. Lorsque il existe au moins un élément de la première liste qui appartient à la deuxième liste, alors ces deux ne sont pas disjoints. Donc, je m'attends à afficher false. C'est pour ça que je force l'échec de Prolog. Fail, ça veut dire que je le force à afficher un false à l'étudiant, à l'utilisateur. Donc, je cote l'arbre, c'est-à-dire je supprime tous les branchements qui ont été... je supprime tout le reste des branchements, puis je fais échouer le prédicat. Donc, ça, c'est forcer l'abandon. Donc, ça veut dire que dès qu'on a une liste vide, c'est disjoint et on arrête d'explorer, ce qui est le cas dans les deux expressions ici. Dès qu'on trouve un élément X dans les deux listes, on arrête l'exploration avec un échec parce que c'est un échec, on échoue parce que les deux listes ne seront pas disjointes. Sinon, on poursuit notre récursion jusqu'à ce qu'on tombe sur le cas de base. C'est tout. Donc ça, c'est le cas 3 où on veut forcer l'abandon. Et donc, ici, entre parenthèses, juste pour vous montrer que, en fait, le code et le fail, c'est vraiment une notion importante parce que c'est lui qui permet d'implémenter, en fait, la négation que vous utilisez lorsque vous écrivez les prédicats. Dans le note, le bas plus. En fait, le bas plus est implémenté comme ceci en Prolog. C'est assez cool de cette implémentation-là. Donc, en fait, une note X, ça veut dire que si X est vrai, parce que lorsqu'on écrit ceci, ça veut dire que lorsque
c'est vrai, je vais passer à la prochaine expression. Donc, si X est vrai, alors j'arrête toute recherche possible, puis j'échoue. Parce que note X, normalement, doit échouer. Ça vous permet de comprendre un peu le fait. Par exemple, si j'ai fait note de 2, 2 normalement est vrai, parce que 2, c'est un entier, c'est vrai. Donc, je cote, puis j'échoue, parce que je veux le contraire. Dans le cas où 2 n'est pas vrai, ça veut dire que je ne vais pas rentrer ici, je vais rentrer dans celui-ci, puis ça va me retourner true. Donc, le note retourne en fait true si l'élément n'est pas vrai. Donc, si l'élément n'est pas vrai, il va retourner true. Par contre, si l'élément est vrai, il va retourner un false. Donc, ça peut bien vous aider à comprendre l'effet. Puis, bon, le reste, ce sont les exemples. Ce qu'il faut noter ici, c'est plutôt le troisième exemple ici. Donc, member, on sait que member prend un élément, puis une liste, et s'assure que l'élément appartient à la liste. Donc, lorsque je fais not member de X à BC, normalement, member de X à BC, c'est true. Normalement, ça c'est true parce que X peut être unifiable à B, puis à C. Donc, quand je fais not de true, ça me retourne false. Et quand je fais not de false, ça me retourne true. Je n'ai pas de questions. J'espère que ça va pour tout le monde. Donc, en gros, ici, ce qui est important à noter, c'est simplement comment est-ce que le fail ou le code peuvent être utilisés et comment est-ce que c'est utile. Donc, le code va couper le reste de l'exécution et le fail va forcer l'échec. Maintenant, dans le troisième cas, le code permet d'améliorer l'efficacité d'un programme. On va prendre un exemple. Donc, si je considère le prédicat suivant, en fait, le prédicat maximum, ce qu'il va faire, c'est retourner dans le troisième argument le maximum des deux premiers arguments. Donc, cette déclaration-là est assez simple à comprendre. Donc, Y est le maximum si Y est supérieur ou égal à X. Et X est le maximum si c'est le contraire. Ça, c'est la définition de max. Maintenant, on voit que clairement, le maximum est unique. Donc, c'est soit X, soit c'est Y. Si le premier but est satisfait, OK, je pense que là, ça sera les dernières 10 minutes. Après ça, normalement, on devra se séparer. J'espère que je vais finir. Sinon, juste vous dire avant de terminer que vu qu'on n'aura pas le temps de faire l'examen 2012, je vais le faire probablement demain à la séance des labos. Parce que la séance prochaine, je vais faire autre chose que cet examen-là. OK. Rapidement, donc, dans le cas de l'amélioration de l'efficacité, donc on peut... OK, il y a une question. Ah oui, nombre pair du labo 8. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire. Je vais le faire demain au labo. Est-ce que c'est correct pour Eric? Ou alors, vous m'écrivez sur Slack, puis je peux vous expliquer là-dessus. Le Slack, juste un rappel, vous avez le Slack ici, vous pouvez me poser des questions et je réponds aux questions. Ouais. OK. Les notes de TP1, oui, j'ai dit en début que les notes de TP1, il me reste environ une dizaine ou peut-être 8, je ne sais pas. Je vais les terminer le plus tôt possible. En fait, c'est juste que j'ai eu un problème aussi d'Internet avec le serveur à distance. Donc, c'est ça qui m'a retardé un peu, mais je vous aurai vos notes dès que possible. Là. Je les ai presque terminées. Dès que possible, vous aurez vos notes. Je suis vraiment désolée du compte-temps. Ça m'a pris plus de temps que prévu. Mais vous les aurez peut-être demain, juste le temps que je les termine. OK. Je termine avec les cotes sur l'efficacité. Donc, pour le max, on voit que si le premier but est satisfait, on n'a pas besoin d'explorer le deuxième but. Donc, lorsque on fait max de 3 éléments, ça crée 2 branches. On n'est pas obligé, lorsqu'on a visité la première branche, de visiter la deuxième branche. Donc, on peut mettre un code à la fin comme ceci. Là, ça améliore l'efficacité parce que ça évite Prolog d'aller explorer cette branche-là. Donc, lorsque je fais un code, il n'explore plus cette branche-là, il s'arrête. Donc là, on améliore l'efficacité. Par contre, on aurait tendance à faire ceci parce que j'ai dit tantôt que si je mets le code, on peut ne pas rajouter la condition qui est là, mais ça dépend des cas.
Parce que dans le cas de max, par exemple, ça crée un problème parce que si je ne rajoute pas la condition, ça peut retourner des vrais faux. Donc, on peut avoir des résultats qui sont faux, vrais, enfin, qui sont faux, mais en fait, il va retourner vrai. Je prends un exemple. Si je fais maximum de 2, 3, 2, donc maximum de 2, de 3, puis de 2, ce qui arrive, c'est que 2 est inférieur ou égal à 3. Euh, OK, nous avons... OK, si je fais max 2, pardon, si je fais max 2, 3, 2, lorsque je vais faire max 2, 3, 2, Prolong ne va même pas rentrer ici. Ce qu'il va faire, c'est comparer les deux arguments qui sont là. Or, 3 n'est pas égal à 2. Donc, il ne va pas rentrer, il va échouer. Par contre, il va rentrer ici. Puisque x égale à x, il va retourner true. Or, c'est faux parce que 2 n'est pas le maximum de 2 et 3. Donc, pour faire ça, on doit rectifier en rajoutant une condition. Donc, au lieu de faire max x, y, ce qu'on fait, c'est que on va laisser max y, z, mais après le code, on va faire l'unification. Donc, ça permet de corriger ce problème. En fait, ici, on fait ce qu'on appelle la coupure rouge parce qu'on change la façon dont le prédicat est écrit. Donc là, j'ai complètement changé la façon dont le prédicat est écrit. Alors que lorsque je fais la coupure comme ceci, elle est verte parce que je n'ai pas changé la façon dont le prédicat est défini. Donc la coupure rouge va changer la façon dont le prédicat est défini et la coupure verte ne va pas la changer du tout. Donc c'est le cas ici. Et donc, en conclusion, le coupe-choix permet de signifier à Prolog qu'on ne désire pas conserver les points de choix en attente. Donc, parce que dans Prolog, vous avez des points de choix qui sont des branches. Et lorsque vous faites un code, c'est juste que vous supprimez tout ce qui est possible d'exécuter par la suite. Donc, on ne désire pas conserver les points de choix en attente. On n'explorera pas une partie de l'arbre de dérivation. Donc, on va explorer juste une partie spécifique et non les autres. Donc, c'est ça à quoi sert le code. J'ai une question. C'est peut-être un peu en retard, mais à date, tous les profs que j'ai vont enlever la notion de double saut. Il suffit d'avoir 50% pour passer le cours. Possible de faire pareil pour notre cours aussi. En fait, c'est ce que j'ai fait. C'est parce que ce cours, vu que c'est vraiment deux notions différentes, je ne peux pas faire comme les autres profs, c'est-à-dire faire juste 50%. Parce qu'il y a Haskell, puis il y a Prolog. C'est vraiment c'est comme deux cours différents. Je ne peux pas juste complètement annuler le seuil. Donc, c'est un cours particulier parce que c'est deux notions différentes. Je ne peux pas avantager un puis laisser l'autre. Mais encore une fois, ce que j'ai dit, c'est que l'examen final de Prolog ne sera pas... oui, c'est sûr, ça ne sera pas difficile. C'est ce que j'ai mentionné. Je vous ai dit que l'examen, ça sera peut-être maximum 1 heure. Ça ne sera vraiment pas difficile. Il faudrait juste que vous révisez les notes de cours puis vous fassiez des exercices. Ça ne sera pas difficile encore une fois. Je l'ai répété, je l'ai répété. Mais c'est ça. Donc, je ne peux pas vraiment... J'en ai discuté avec le coordinateur puis avec l'autre professeur. C'est un cours particulier parce que c'est possible qu'il y ait des choix multiples, oui. C'est vraiment possible. Mais ça sera un examen en 1 heure, puis je vous conseillerais de ne pas utiliser les machines parce que vous allez perdre du temps à vouloir aller implémenter puis tester sur les machines parce que je vais faire de sorte que si vous utilisez vos machines, vous perdrez plus de temps que si vous vous concentrez puis vous répondez aux questions. Mais ça sera compréhensible. Puis, si vous assistez au cours prochain, ben, vous serez normalement assuré de réussir. Si je comprends, les 50% tient pour les TP. Non, ça ne tient pas pour les TP. En fait, normalement, vous l'avez je vous ai envoyé un email par rapport à ça. Si vous ouvrez votre courriel, je vous ai fait un courriel où j'explique. En fait, c'est pour le TP, j'ai pas besoin que vous ayez 50% pour les TP. Non. J'ai juste besoin que votre note au total donne 50, au minimum 50 sur 100, donc additionné au TP, etc. Et puis que pour les examens, que la somme des deux notes donne 55 points. Donc, vous prenez votre première note d'examen, puis votre deuxième note d'examen, il faudrait que les deux donnent 55. Encore une fois, votre examen final ne sera pas difficile. J'ai déjà répondu à ça au moins 1000 fois.
mais je sais, je connais les conditions actuelles, puis je vais réduire la difficulté du TP. Et pour ce qui est du TP1, vraiment, je m'excuse par rapport à ça. C'est juste que j'ai sous-estimé la correction, donc ça m'a pris plus de temps que prévu. Mais vous l'aurez probablement demain. Il me reste à peine 10 ou 9 TP à corriger, puis ce serait bon. Donc, ne vous en faites pas, vous aurez vos notes le plus tôt possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, demain, demain, ce qu'on va faire, en fait, j'avais prévu ce plan-là. Demain, ce qu'on va faire, c'est, j'avais dit labo 11, puis examen 2018. Donc, je vais essayer, je vais voir avec ceux qui seront là demain. Est-ce qu'ils préfèrent faire examen 2012 ou examen 2018? Donc, on va voir ensemble. Et pour la séance du 13 avril, on va faire l'examen 2009 qui avait été composé par Roger Cambou. Donc, on va faire cet examen-là. Puis, on va faire des exercices que j'aurai préparés pour vous préparer à l'examen. Ça sera pour le 13 avril prochain. J'espère que vous n'avez pas de questions parce que ça va se couper dans lequel lequel ressemble à mon examen. Je n'ai pas encore composé l'examen, mais ça sera un mélange de tous ces examens-là. Serait-il possible de repasser sur dynamique demain? Oui, pour ceux qui seront là demain, posez-moi vos questions, puis je vais répondre. Car le TP est pas mal difficile. Ça dépend, mais l'examen ne sera pas difficile. Le TP est relativement facile ou difficile. Enfin, je ne sais pas, ça dépend, mais... En tout cas, pour ceux qui ont d'autres questions, je vais répondre demain parce que ça va se couper d'ici peu. Donc, je vous souhaite bonne soirée. Non, la note de passage, c'est 50 encore une fois. La note finale, c'est 50. Regardez votre examen, regardez votre courriel, s'il vous plaît. J'ai envoyé un message par rapport à ça. Et puis, merci. Bonne soirée à tout le monde.